D'abord, merci d'avoir convié un sociologue à vos réflexions. Encore une fois, puisque j'étais déjà intervenu il y a 3 ans, je crois. On a bien vu ce matin dans toutes les présentations l'importance et le poids du social dans toutes ces dimensions qui ont été évoquées ce matin. Alors, l'importance du social, les modes de vie, les pratiques sociales, les représentations, les imaginaires, les ressentis, etc. Donc j'ai plutôt parlé maintenant de la performance énergétique des bâtiments, donc confrontés aux usages et aux représentations sociales. Alors je suis désolé, je risque d'avoir des petits problèmes un peu d'élocution, dû à quelques problèmes de santé et un peu d'essoufflement, mais enfin on va essayer de tenir. Alors d'abord, la performance énergétique, c'est une construction sociotechnique. Ce ne sont pas les bâtiments qui consomment, ce ne sont pas les équipements qui consomment, ce ne sont pas les occupants ou les utilisateurs qui consomment. C'est bien l'interaction entre les deux. Des occupants sans équipement, ils ne consomment rien. Et les équipements, s'il n'y a personne pour les utiliser ou même les activer, ça ne consomme rien non plus. Donc c'est bien l'interaction entre les deux. Et dans le bâtiment, il y a les structures, il y a les systèmes, il y a les équipements, il y a les appareils, etc., qui ont leur propre identité, leur propre mode d'existence dans le social, qui sont plus ou moins performants, qui sont plus ou moins utilisables et compréhensibles par les utilisateurs. On a donc ces occupants ou utilisateurs, en tout cas les acteurs humains, qui ont leur culture, leurs imaginaires, leurs représentations sociales, etc., et qui vont donc rentrer en interaction avec ces dispositifs techniques, et tout ça, bien sûr, dans un contexte social, avec des dynamiques sociales plus ou moins porteuses, ou au contraire, qui peuvent bloquer un certain nombre d'initiatives en termes de maîtrise de l'énergie, par exemple. Et bien entendu, dans des contextes structurels qui sont marqués par le climat, le prix de l'énergie, etc. Donc c'est l'ensemble de ces dimensions qui produit la performance énergétique. Et donc il faut voir un petit peu comment tout ça s'articule plus ou moins bien. Dans les nouveaux bâtiments un peu éco-performants, on s'aperçoit quand même que les performances sont en deçà des objectifs des attentes. Donc j'ai mis un petit schéma à côté qui est issu d'un certain nombre de suivis d'opérations exemplaires du programme Prébat, qui ont été suivis à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue sociologique, après un certain de 3 ans d'occupation. Et on voit bien en vert que la mesure des consommations sont toujours bien au-delà de ce qui était prévu, sauf dans un cas d'une maison individuelle. Ici, on avait au contraire un maître d'ouvrage, ingénieur, militant, très impliqué, qui fait beaucoup d'efforts. C'est le seul cas où on a des mesures qui sont inférieures aux prévisions. Mais sinon, effectivement, on n'arrive pas bien à atteindre ces objectifs. Alors donc, on met en cause le comportement des occupants. Alors je mets le terme de comportement entre guillemets parce que en sociologie, on n'aime pas bien. On parle plutôt de mode de vie et de pratiques sociales que de comportement. Donc, mise en cause du comportement des occupants, mais également des techniques et des modes de calcul de la performance énergétique. On commence à avoir maintenant donc, de nombreux retours d'expérience de construction, de rénovation éco-performante qui permettent de mieux caractériser les écarts. Donc, à la fois d'essayer de voir la part des techniques qui, effectivement, ne fonctionnent pas de la même façon en situation réelle que dans les laboratoires, et selon la manière dont c'est implanté, et le poids des modes de vie et de l'appropriation des nouveaux équipements. Bon, on s'aperçoit effectivement en fait que c'est une chaîne d'acteurs, de la conception, la réalisation, l'occupation, l'exploitation, maintenance, etc. À chacun des acteurs de cette filière doit en quelque sorte s'approprier un nouveau modèle constructif. Donc je vais prendre quelques exemples de ces retours d'expérience. Donc centrés sur les occupants, je ne vais pas parler beaucoup des professionnels du bâtiment, donc centrés plutôt sur les occupants et leur logique sociale, la manière dont ils comprennent et dont ils s'approprient ces nouveaux bâtiments. Donc à partir de quelques exemples, le confort thermique, la ventilation, l'eau chaude sanitaire, les équipements du logement et l'occupation. On est quand même, j'ai entendu beaucoup ce matin, dans une phase de changement rapide, de transition
transition. Alors on sait d'où on part, on ne sait pas bien où on va, mais enfin on se retrouve également dans des changements des modes d'habiter et des modes d'occupation. Et dans ces modes d'habiter et d'occupation, les occupants ne sont jamais passifs. À partir du moment où il y a de l'insatisfaction ou de l'inconfort, ils vont toujours intervenir, ils vont toujours essayer de faire quelque chose. Ils sont vraiment acteurs de leur environnement intérieur. Un petit point quand même sur la technique. Donc l'apparition d'un nouveau modèle constructif, qui est quand même particulièrement exigeant au regard d'objectifs de performance. Et un modèle constructif ambitieux qui relève avec des réglementations complexes, qui nécessitent des calculs techniques, l'étanchéité à l'air, de la ventilation contrôlée, etc. Donc un modèle particulièrement exigeant, j'ai tendance à dire difficile à concevoir, difficile à réaliser, difficile à occuper, difficile à maintenir. On a observé dans les retours d'expérience beaucoup de problèmes de conception et de réalisation, mais dans une phase d'expérimentation, puisqu'on est dans les retours d'expérience, on a un peu dans les premières réalisations qui ont été faites dans les années 2010, 2012, etc., pour avoir un peu de temps recul. Donc effectivement, dans une phase d'expérimentation où les différents acteurs, les professionnels, sont aussi en train d'expérimenter de nouvelles manières de faire. Donc effectivement, je ne vais pas insister là-dessus sur les problèmes qu'on rencontre sur le terrain. On s'aperçoit effectivement que la performance des équipements est différente des consommations théoriques, donc à la fois ce qui est déclaré par les concepteurs et puis la manière dont c'est implanté dans des systèmes sociotechniques de logement ou de bâtiments tertiaires. Règle générale aussi, peu d'accompagnement des occupants. Peu d'accompagnement des occupants dans la conception, peu de co-conception assistée par l'usage avec les occupants, peu d'accompagnement dans la réalisation. Or, on sait que la phase de réalisation, notamment dans les rénovations, mais également dans les constructions, ça marque en quelque sorte l'identité du projet. Et quand ça se passe mal, ça peut disqualifier une opération, cette phase de réalisation. Et c'est aussi une occasion d'expliquer aux gens ce qui se fait, pourquoi c'est fait, et ça participe à la compréhension des fonctionnements techniques. Et peu d'accompagnement dans l'usage. Quand on rentre dans un nouveau logement ou après une rénovation, on ne nous dit pas grand-chose de comment utiliser ces nouveaux équipements. Alors, je disais qu'on a observé surtout des choses dans une phase d'expérimentation et d'apprentissage de nouvelles manières de faire. On voit quand même maintenant une forte mobilisation des professionnels du bâtiment, avec une prise de conscience de la nécessité de faire évoluer les métiers. On voit se développer quand même les formations et une montée en compétences de l'ensemble de la profession. Les professionnels du bâtiment ont quand même beaucoup évolué dans le temps. Et là, on a un autre moment d'évolution et vers de nouvelles professionnalités, avec de nouveaux acteurs. Mais je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, simplement pour marquer le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on a observé dans une phase d'expérimentation et ce qui est en train de se mettre en place dans ce qui va être une phase de banalisation de nouvelles manières de concevoir et de réaliser des bâtiments. Alors si on regarde un petit peu comment les occupants perçoivent, s'approprient et quel est leur ressenti dans ces nouveaux bâtiments. Donc je vais commencer par le confort d'hiver. Le modèle constructif a quand même été beaucoup fait en fonction du confort d'hiver, l'isolation, l'étanchéité, etc. Et de ce point de vue-là, on a une assez bonne satisfaction. Une assez bonne satisfaction des conditions de confort d'hiver. Mais pas à 19 degrés. C'est clair que pas à 19 degrés. Donc la norme sociale qui s'instaure, on est plutôt vers les 21-22 degrés, on va vers les 23. Et donc effectivement, il y a un peu d'effet rebond avec des bâtiments qui nécessitent moins d'apport en termes de chauffage. On va en profiter pour monter un peu plus.
Et dans les bureaux, on voit apparaître les chauffages d'appoint. Je suis dans une université toute neuve, l'université Toulouse Jean Jaurès, qui a été construite dans le cadre d'un partenariat public-privé avec Vinci. C'est une belle réalisation, les gens sont contents, pas de problème. Mais dans les bureaux du personnel administratif, ils ont tous un radiateur électrique. Et j'avais une photo qui a sauté au montage du PowerPoint où j'avais photographié l'arrivée d'une commande de radiateur électrique dans un département. Il y en avait un bureau plein. Donc 19 degrés, non, ça ne marche pas. Par contre, nécessité de nouveaux modes de régulation de la température. En quelque sorte, on passe d'une logique de production de chaleur à une logique de conservation et de récupération de chaleur, avec effectivement moins d'apport. Donc ça renvoie à du travail de l'occupant, pas laisser les fenêtres ouvertes, faire attention, profiter quand il y a des apports solaires. Voilà. Donc nécessité pour les occupants d'être actifs dans ce travail de conservation et de récupération de la chaleur autant que possible. Des incompréhensions, alors notamment l'incompréhension la plus forte, c'est la chaleur douce. Les radiateurs, ils sont pas chauds comme avant, et donc ça chauffe pas, et on ne comprend pas bien comment ça se passe. Et donc nécessité de cet apprentissage de nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques dans de nouvelles conditions de production et de conservation de la chaleur en hiver. Mais les problèmes sont pas tellement à ce niveau-là du confort d'été, du confort d'hiver. Le problème vient surtout du confort d'été et de l'intersaison. Un inconfort d'été redondant dans les enquêtes, avec des locaux parfois inhabitables. Dans notre université toute neuve, le pic de chaleur qu'on a eu cet été, certes, il n'y a pas les étudiants, mais il y a les personnels. C'était inhabitable. Donc même le président a fait une note pour autoriser les personnels à travailler chez eux, tellement il n'était pas possible de travailler dans ces conditions. On s'aperçoit que le confort d'été est sous-estimé dans la conception. Alors les choses évoluent, encore une fois. Donc du point de vue, effectivement, absence de casquettes, de stores, d'écran végétal, effectivement, qui pourraient participer à un meilleur confort. Et encore une fois, de nouveaux modes d'emploi proactifs pour éviter l'accumulation de la chaleur, fermer les rideaux ou les volets dans la journée, aérer la nuit, mieux se vêtir à l'intersaison, gérer les ouvertures, etc. Donc ça renvoie à de nouvelles pratiques sociales. Alors ces pratiques sociales, dans les régions du Sud, ça renvoie quand même à des habitudes culturelles que les gens avaient, pour se protéger de la chaleur. Donc on voit qu'il y a de l'acquis, en quelque sorte, du point de vue de ces manières de faire dans les régions du Sud. Par contre, dans les autres régions, nécessité d'un apprentissage de nouveaux savoir-faire et de nouveaux modes d'habiter pour éviter que la chaleur s'accumule et que ça devienne inhabitable. Donc ça renvoie aussi, par exemple, à accepter un peu de la pénombre si à l'intérieur, si on ferme volets, rideaux, etc. dans la journée, renoncer à ouvrir les fenêtres pour profiter du soleil et de la chaleur, comme c'était un peu d'usage plutôt dans les régions autres que du Sud. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on ouvre tout, faire rentrer le soleil et la lumière. Voilà. Donc de nouvelles habitudes, de nouveaux modes d'habiter, si l'on veut, et je dis bien si l'on veut, parce qu'on verra tout à l'heure que c'est pas si simple, avoir un confort d'été satisfaisant. Un petit détour par la relation entre confort et température intérieure. On observe un décalage important entre les mesures, il fait telle température, et le discours des occupants. Le confort thermique relève du ressenti, ça a été dit ce matin, de perceptions subjectives qui sont apportées par les sens. Il y a peu d'instruments de mesure
Alors, il y a peu de thermomètres dans les logements, les bureaux, etc. Donc on ne sait pas bien ce qu'il en est de la température. Et quand il y a des instruments de mesure, souvent, ils sont décrédibilisés. Ouais, mais ça marche pas bien, c'est pas fiable. Bon, c'est pas toujours très fiable non plus. Hein. Bon. Le confort thermique n'est aussi qu'un des aspects du confort. Il y a bien d'autres aspects, c'est multidimensionnel, hein, comme ça a été aussi évoqué ce matin. Hein, il y a le confort thermique, mais il y a le confort olfactif, il y a le confort visuel, acoustique, il y a l'emplacement, il y a l'espace, il y a l'environnement, il y a l'accessibilité, etc. Et on s'aperçoit que l'insatisfaction sur l'un des aspects, ou sur plusieurs aspects, peut rendre inacceptable d'autres éléments qui, dans d'autres contextes, auraient été acceptables. Et les plaintes vont se porter sur ce qui est le plus exprimable, et notamment le confort thermique. Donc c'est un ensemble, et il faut voir toutes ces dimensions pour comprendre le ressenti et l'expression des occupants. Une relation assez faible entre confort thermique et température intérieure, puisque bien sûr ça provient bien d'autres choses, hein, le ressenti, l'humidité, les flux d'air, la couleur des matériaux, la couleur de lumière, l'habillement, l'alimentation, les activités, etc., etc. Et ce qui avait été aussi dit ce matin, de fortes variations individuelles, hein, en fonction des générations, des âges, des genres, etc., et des jeux sociaux, puisque la régulation du confort n'est jamais une activité individuelle. Hein, c'est toujours du collectif, du négocié dans des collectifs. Hein, la famille, le collectif de travail. Et donc, il y a des négociations, il y a des formes de régulation, il y a des jeux de pouvoir. Hein, qui c'est qui va avoir le pouvoir sur le bouton, sur le thermomètre, etc. Donc, c'est aussi de la construction collective et qui va construire des arbitrages plus ou moins satisfaisants pour les uns et les autres. Donc, il y a du conflit, il y a la guerre des boutons, il y a la guerre du feu dans les ménages, comme sur les lieux de travail. Une autre chose qui vient brouiller les cartes et brouiller les analyses, c'est la multitude des températures. Souvent, on ne parle pas de la même chose. Les uns et les autres ne parlent pas de la même chose. Entre la température de consigne, la température mesurée, et mesurée où ? Comment, au milieu de la pièce, à 1 mètre du sol, à côté de la bouche d'aération, quand il y a des conflits, ça il y a récemment dans des bâtiments de bureaux, il y a le technicien qui vient et qui met son thermomètre juste devant la bouche qui amène la chaleur. Ah, bon, ça va. Donc, température de consigne, température mesurée, température ressentie, c'est pas la même chose. Température déclarée, c'est pas la même chose non plus. Température de confort, température acceptable. Et la question, c'est jusqu'à quel point une température devient inacceptable et provoque la plainte. Ce n'est pas forcément la température de confort, mais c'est justement l'appréciation d'un ensemble de conditions qui jouent sur l'environnement intérieur. Et puis après, les températures réglementaires. Donc on s'aperçoit que les uns et les autres ne parlent pas forcément de la même chose au travers de ce mot de température. Ça renvoie à une diversité de réalités et de réalités sociales et sociotechniques. Un autre problème, une autre question qui pose beaucoup de problèmes, c'est la ventilation. Alors là, une forte méconnaissance des systèmes de ventilation. Les habitants n'ont parfois pas même conscience de son existence et de sa fonction, surtout de sa fonction. On ne sait pas à quoi ça sert. Dans le tertiaire, c'est souvent confondu avec la climatisation. La conception manuelle de l'aération reste prédominante. Donc c'est une routine qui est quand même héritée des politiques hygiénistes du XIXe siècle, transmise de génération en génération, et relayée par les médias, notamment au travers de la gestion de la qualité d'air intérieur. Il faut ouvrir, etc. Vous voyez bien, j'ai parlé là de choses différentes. Ventilation, aération, climatisation. La plupart des gens ne comprennent pas la différence entre ventilation, aération, climatisation. Chose intéressante, ceux qui croient que leur système de ventilation est de la climatisation, en chauffage collectif, dans les bureaux, etc., ils ont tendance à accepter plus facilement les désagréments qu'il peut y avoir, quand il y en a, parce que c'est valorisant d'avoir la climatisation.
Et donc, on va accepter des flux d'air, du bruit, beaucoup plus facilement, parce qu'il y a ce côté de valorisation d'avoir la climatisation. Ils n'ont pas la climatisation, mais bon. Donc, voilà, beaucoup d'incompréhension autour de cet aspect-là. Et donc, ça reste un objet étrange, difficile à dompter. Donc, il peut y avoir un peu de bruit, il va y avoir des courants d'air, etc. Et comme on ne comprend pas à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va faire? On va agir sur les sources de désagréments. Donc on va boucher, obstruer les bouches de ventilation, on va rediriger les flux d'air, ou on va complètement arrêter totalement les systèmes de ventilation avec ce qui en découle du point de vue du fonctionnement des systèmes. Et une maintenance alors défaillante. Il faut changer les filtres, une méconnaissance et une incertitude totale. Est-ce qu'il faut les changer d'abord, et quand, et combien, et qui s'en occupe? Est-ce que c'est à moi, occupant, de le faire? Est-ce qu'il faut que je recours à un professionnel? Il y a cette image que plus un filtre est sale, plus il est efficace. Parce que les choses ne vont pas passer. Voilà. On a ces représentations-là qui marquent bien l'incompréhension forte de ces systèmes. Un petit point sur l'eau chaude sanitaire. On a observé une tendance au surdimensionnement des installations. D'abord parce que les besoins sont quand même difficiles à estimer, avec de fortes variations selon les pratiques des ménages dans les logements. Ces besoins qui reposent sur des normes sociales qui sont en constante évolution. On est plutôt vers 2 douches par jour, même des fois 3, voilà, avec des pratiques où il faut mettre les bébés dans le bain tous les jours. C'est pas terrible. Les médecins disent qu'il ne faut pas faire ça. Mais voilà, des besoins en constante évolution et sans doute une logique de prévention de la pénurie, effectivement. Donc éviter les plaintes et d'anticipation d'un accroissement des besoins. Et dans ces systèmes d'eau chaude sanitaire, absence d'interface compréhensible et accessible à l'utilisateur s'il veut régler la température ou le débit d'eau. Pour le chauffage électrique, oui, c'est clair, même pour le chauffage au gaz. On a souvent 2 boutons, il y en a un pour le débit d'eau, l'autre pour la température, il y a une petite flamme sur l'un, sur qu'on va agir, on va mettre plus, alors qu'on aurait plus de température, alors qu'il faudrait peut-être réduire un peu le débit, qui est souvent un peu trop fort. Donc voilà, en tout cas, l'usager n'est pas perçu comme un acteur d'optimisation de son système de chauffage, avec des réglages standards qui sont souvent très ou trop élevés. On voit des situations où on se brûle à l'eau chaude et donc on doit rajouter beaucoup d'eau froide. Voilà. Donc certes, il y a des normes réglementaires, il y a des craintes de légionellose, etc. Mais il y a cette tendance vraiment à avoir des températures trop chaudes et donc des installations surdimensionnées et des températures trop chaudes et avec peu de marge de manœuvre pour les occupants. J'avais fait le petit test, on a un chauffe-eau au gaz, donc de demander au technicien qui vient entretenir mon chauffe-eau tous les ans, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le mieux entre le réglage de la température et le réglage du débit d'eau? Il m'a dit, j'en sais rien. Bon. Oui, en plus, c'est pas le même tous les ans. Bon. Donc voilà, on ne sait pas bien et on n'est pas beaucoup aidé dans ces choses-là. Un petit point sur les équipements électroménagers de loisirs. Donc on voit une inflation des équipements domestiques qui renvoie à cette technicisation des modes de vie, multipossession d'équipements. J'évoquais tout à l'heure que récemment on a fait une visite d'un logement de 4 pièces, un couple et 2 enfants. On a compté 7 téléviseurs, y compris dans les WC. Voilà.
Mais c'est effectivement une tendance très forte. Et quand on acquiert un nouvel équipement qui est plus performant, on ne va pas acheter l'autre, on va le garder. C'est pareil pour les frigos. Souvent, on garde un vieux frigo qu'on va mettre dans une cellier, dans la cave, etc. Voilà. Donc cette tendance à la multipossession, une grande variété de modèles, donc qui renvoie à ces logiques marketing et puis ces logiques de distinction sociale, avoir des choses qui se distinguent des uns et des autres, et donc avec des modes de fonctionnement, et puis des consommations ou des performances qui sont différentes. Diversification des fonctions des appareils vers de plus en plus de sophistication technologique et qui sont énergivores. Oui, quand on a un gros frigo américain qui est capable de faire de la glace, il va fonctionner plus que d'autres. Interconnexion des équipements et surtout des équipements de plus en plus conçus pour un fonctionnement continu. On dit qu'il faut éteindre l'éveil, mais oui, mais si j'éteins l'éveil, je peux devoir reprogrammer tous mes équipements. Voilà, y compris magasinière, etc. Voilà. On n'éteint pas une box, sinon on n'a plus de téléphone, on n'a plus rien. Des fois, on n'est même pas capable d'éteindre une veille. Voilà. Donc, c'est conçu pour être fonctionné en continu, et on va avoir des décalages, ou en tout cas des paradoxes entre les injonctions à couper les veilles, et puis on ne peut pas faire, sinon on est embêté, ou en tout cas, on est obligé derrière de tout reprogrammer. Autre point, la possession n'est pas usage. C'est pas parce qu'on possède quelque chose qu'on va forcément l'utiliser. Il y a beaucoup de non-usage, notamment du point de vue de cette accumulation. C'est pas parce qu'on a 7 téléviseurs qui sont tous allumés en permanence. Voilà. Des fois, il peut y en avoir 2-3 qui sont allumés en même temps, mais pas toujours. Donc une grande diversité d'usages qui renvoie à des formes d'appropriation différentes en fonction des modes de vie et une individualisation des modes de vie, y compris dans une famille. On sait bien que les enfants ils vont utiliser les choses, chacun a son rythme et chacun va utiliser différemment les équipements. Alors, je vais évoquer simplement la tragédie des modes d'emploi. De plus en plus absents parce qu'il faut aller sur Internet pour les trouver. Et puis, quand c'est compréhensible, on a de la chance. Peu d'entretien maintenance, c'est vraiment sous des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de faire, nettoyer les rides d'un frigo à l'extérieur, derrière, pas grand monde le fait. Je vais passer rapidement aussi sur l'occupation, puisque l'occupant n'est pas une figure unifiée, comme le voudraient peut-être les modèles, ou un certain nombre de modèles, n'est pas une figure unifiée, standard et stable. Il y a des collectifs d'individus évolutifs à géométrie variable dans la journée, la semaine et l'année. En résidentiel, c'est toutes les familles recomposées, les réceptions, hébergements d'amis, les animaux domestiques. On oublie souvent les animaux domestiques, mais c'est des occupants. En tertiaire, il y a une pluralité d'usagers, d'occupants, bien entendu. Il y a toujours le cas des écoles. Alors, donc, quand on travaille dans les écoles, il y a les enseignants, les enfants, il y a les personnels administratifs, les personnels de cantine, d'entretien, les surveillances, les animateurs, les parents, les associations qui viennent. Il n'y a pas un employeur unique, donc on n'a pas les leviers d'action uniques pour tous ces occupants, donc c'est compliqué. Donc il faut plutôt réfléchir dans une logique de flux, plutôt que de stock du point de vue de l'occupation. Donc des modes de vie et des emplois du temps qui de plus en plus sont individualisés et des activités diversifiées. J'ai plus beaucoup de temps, donc quelques éléments de conclusion. Dans ces nouveaux bâtiments, les occupants ils sont entre satisfaction et incompréhension. Il y a quand même satisfaction, c'est valorisant, souvent une rénovation des bâtiments neufs, et puis incompréhension de comment ça fonctionne. Souvent, il y a des promesses non tenues, notamment en termes de consommation d'énergie. Et quand les promesses sont non tenues, il y a des déceptions, bien entendu, voire remise en cause du modèle même de ce bâtiment performant. Et ça se retrouve justement dans les plaintes, même par rapport à des choses qui, dans d'autres circonstances, auraient été acceptables. Mais c'est ce jeu entre ce qu'on a promis et ce qu'on réalise, et donc ça génère de l'insatisfaction qui s'exprime dans les plaintes. La prise en compte des occupants reste un challenge pour la conception des bâtiments et la modélisation de la performance énergétique. Même s'il y a des avancées dans les outils de modélisation, la complexité du social reste un obstacle.
de nouvelles perspectives avec les objets connectés, hein, Eric nous en a parlé ce matin, mais également avec les compteurs communicants qui vont vraiment nous donner des données fines et tout à fait importantes qu'on va pouvoir utiliser prochainement et qui vont amener une meilleure connaissance des choses. Donc l'enjeu reste de rapprocher logique de conception et logique d'usage, donc co-conception assistée par l'usage, accompagnement des occupants. Dans la phase de travaux, j'insiste là-dessus, ça permet de mieux comprendre, et ça joue sur la réputation de la réalisation, et dans les premiers temps de l'occupation, bien entendu, sur les modes d'emploi. Je vais terminer sur une note optimiste quand même. On est dans une société donc en transition, en changement rapide, avec beaucoup d'incertains, nécessité de s'adapter à des cadres de vie nouveaux, et des modes d'habiter nouveaux, donc être actif dans un bâtiment passif, développer de nouvelles pratiques, de nouvelles compétences, avec des apprentissages. Ces apprentissages sont d'autant plus efficaces qu'ils sont accompagnés, bien entendu, pour apprivoiser ces nouveaux bâtiments, comme ça a été le cas dans des époques antérieures, dans les bâtiments des années 60-70, là aussi, il y avait des nouveaux apprentissages. Et les apprentissages se font. Petit à petit, de manière imparfaite, mais à l'usage, il faut 3-4 ans pour apprivoiser un nouveau logement. Donc la première année, on va bidouiller, la deuxième année, on va avoir plus de recul, on va rentrer dans la maîtrise, et au bout de 3-4 ans, il va y avoir de la routinisation, de nouvelles manières de faire, basées sur l'expérience. Mais si on veut aller plus vite, il faut effectivement mieux accompagner les gens. L'accompagnement des gens, je dis des gens, des occupants, des acteurs dans leur diversité, ça renvoie aussi on dit souvent comment faire, il faut jouer sur les leviers du changement. Et les leviers du changement, il n'y en a pas 36 000. Les 3 piliers du changement classique, c'est l'intérêt, faire des économies, etc. C'est la règle. Alors la règle, c'est pas que la réglementation, c'est le règlement, c'est le fait de se mettre d'accord dans un ménage, et puis ce sont les valeurs. Voilà. Et il faut tenir ces 3 leviers ensemble. La règle sans l'intérêt et les valeurs, ça marche pas. Les valeurs, s'il n'y a pas l'intérêt et la règle, ça marche pas non plus. Donc il faut jouer ces 3 éléments en même temps dans les formes d'apprentissage, d'accompagnement, et pour favoriser le changement social. Et donc l'apprivoisement de ces nouveaux bâtiments et de ces nouveaux modes de vie. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces différents usages? Moi, j'en avais une. Qui sont les acteurs aujourd'hui qui pourraient se positionner sur cet accompagnement? Est-ce que les bailleurs? Est-ce que les agences de location? Qui est-ce qui pourrait aujourd'hui faire ce travail-là? Alors, on voit se développer des nouveaux métiers de l'accompagnement. Les bailleurs sociaux, oui. On voit effectivement, alors pas tous, mais se mettre en place des ambassadeurs de l'énergie, des ambassadeurs de l'habitat connecté. J'ai vu ça chez un bailleur social, des ambassadeurs de l'habitat connecté qui vont à la rencontre des occupants. Les bailleurs sociaux, notamment, je travaille avec un gros bailleur social, Pas-de-Calais Habitat, qui a entrepris de former ses 600 gardiens. Pour en faire des ambassadeurs de l'énergie. On voit se développer des professionnels de l'accompagnement, donc des gens qui viennent de l'éducatif, des animateurs, des professionnels de la communication. Il commence à se constituer un marché. Voilà. Effectivement, un marché et des métiers de l'accompagnement. Alors ça reste à une petite échelle, mais ça se développe quand même de plus en plus parce que tout le monde voit. Tout le monde voit la nécessité d'accompagner les gens. On bute sur le social. Voilà. Et cette conscience... Alors ça va mettre du temps, mais ça avance. D'autres questions? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, désolé, excuse-moi. Merci. Donc la question, c'est... Toutes ces connaissances montrent la complexité du métier de constructeur, mais je dirais que l'objectif de la recherche, c'est de savoir comment on peut faire mieux
avec ses connaissances. Donc, je me demande, et quel est votre avis, est-ce qu'il n'y a pas une recherche à faire sur c'est quoi la réglementation ou la normalisation en termes de performance pour les différents acteurs? Parce que je suis d'accord avec vous qu'il y a les 3 piliers d'accompagnement, mais il y a aussi le langage commun qui est la normalisation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une étude de sciences humaines sur le rôle de la régulation ou de la réglementation en termes de différents acteurs et de la perception que chacun des acteurs de cet objet un peu bizarre? Ah, si vous me posez la question à moi, je ne pourrais vous répondre que oui, qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, puisque effectivement, tout le monde ne parle pas le même langage, tout le monde ne met pas les mêmes choses derrière les mêmes termes, et surtout, on a une diversification. On voit de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché du bâtiment avec la multiplication des AMO. On voit ces AMO QAI, AMO thermique, etc. Voilà, tous ces nouveaux intermédiaires qui ne sont pas forcément d'ailleurs issus du monde du bâtiment et qui arrivent avec leur propre technicité ou professionnalité. Et je pense que vraiment il y a un gros travail à faire pour favoriser le développement d'une culture commune. Et cette culture commune entre les acteurs du bâtiment dans cette diversité, y compris voilà, des acteurs de l'accompagnement, non pas seulement de toute cette nébuleuse de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui se développe, mais les acteurs de l'accompagnement et les occupants. Parce que quand on a un technicien qui vient entretenir nos équipements chez nous, on ne se comprend pas toujours. On va quand même pas être plus précis. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur qu'est-ce que c'est que la notion de performance et qu'est-ce que c'est qu'un problème de la modélisation scientifique du fonctionnement qui permet de mesurer la performance? Il est clair qu'on reste un peu sur la performance énergétique. Que si déjà on élargit sur la performance des modes de vie, en tout cas de ce que les bâtiments permettent en termes de mode de vie, parce qu'on peut avoir de la performance énergétique qui est très bonne, mais des choses très compliquées, et donc qui contraignent en quelque sorte les manières de vivre, chez soi. Donc déjà, là, effectivement, la notion de performance qui est quand même très connotée énergétique, consommation d'énergie, il faudrait effectivement l'ouvrir à ces autres dimensions de l'occupation et de l'habitat. Mais c'est un vaste chantier. Pour revenir sur l'accompagnement et pour information, il existe en France un réseau malheureusement peu connu qui sont les conseillers en énergie, qui sont en général abrités sous forme d'associations qui existent, type Alizé, sur Angers, Saint-Nazaire, Nantes, et qui au niveau national sont centralisés avec le CLER, pour ceux qui connaissent, le comité de liaison aux énergies renouvelables, et qui font un travail assez intéressant dans ce qu'on appelle les AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, et en insérant la notion de maîtrise d'usage. Non, mais c'est ce qui me rend un peu optimiste, parce qu'effectivement, on va se développer un peu les initiatives par cette prise de conscience. Que les occupants sont des acteurs, et de plus en plus de la performance occupationnelle. On pourrait parler de performance occupationnelle. D'autres questions ou remarques? Bon, je vous remercie beaucoup. En tout cas pour cette intervention.